Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je reçois pour mon plus grand plaisir Pascal Lafargue qui était déjà venu nous voir pour parler de réincarnation. On a parlé des synchronicités. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous fascine tous. C'est que vous partez faire des enquêtes sur des personnes qui ne sont plus là. Et vous révélez des mystères qui parfois étaient non résolus depuis des centaines, des milliers d'années, et vous, Pascal, grâce à ce qu'on appelle de la psychométrie, vous arrivez à voir ce qu'on n'avait jamais vu. Alors d'abord, qu'est-ce que la psychométrie ? Alors, en tant que médium parapsychologue, donc là, en parapsychologie, il y a une technique de base qui s'appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son toucher, en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Alors, lorsque l'on travaille par exemple sur des sites historiques ou des lieux historiques, surtout si ces lieux remontent à plus de 2000 ans, l'intérêt est de se focaliser sur la période que l'on souhaite travailler. Et c'est de cette façon-là que j'arrive à remonter le temps et à travailler sur des périodes d'histoire, parce que comme vous venez de le dire, en dehors de la réincarnation et de plein d'autres sujets que je traite, eh bien, les recherches de personnages historiques, rechercher la vérité historique, ça me fascine depuis des années. Et ça fait des années où je travaille sur des pans entiers d'histoire et de personnages historiques également. Alors on va parler d'un personnage historique qui suscite beaucoup de curiosité parce qu'il y a beaucoup de mystères autour d'elle, c'est Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, évidemment, on ne sait pas si c'était un garçon, si c'était une fille, si elle est vraiment morte sur le bûcher, pourquoi elle a reconnu le roi, pourquoi elle a entendu des voix, pourquoi on l'a abandonnée. Jeanne d'Arc, c'est le mystère français. C'est quelque chose qu'on n'a jamais compris pendant toutes ces années et il y a eu tellement d'anecdotes et de versions sur la vraie Jeanne d'Arc, la vraie histoire de Jeanne d'Arc. Alors on aimerait savoir, vous, Pascal, qu'est-ce que vous avez appris grâce à votre capacité de psychométrie sur Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, quelle est la vraie histoire de Jeanne d'Arc? Déjà, je vais recontextualiser. À l'époque, quand ça n'est pas venu de moi d'enquêter sur Jeanne d'Arc. À l'époque, j'étais étudiante en parapsychologie et il se trouve que je performais sur mes psychométries et que dans le cours dans lequel j'étais, il y avait un publiciste qui était là et quelqu'un qui était parallèlement passionné des amis de Chinon. Et voyant mes résultats, lors d'un cours, il me dit « Pascal, il faut que je te parle » et tout part d'une petite boîte qui est là et il me remet dans cette petite boîte un morceau, un caillou en fait, et il me dit que ce caillou a été prélevé à la tour du Caudray au château de Chinon et il me demande de psychométrer parce que on sait que Jeanne d'Arc serait venue à Chinon et il m'a dit voilà Pascal, j'aimerais que vous psychométrez. Donc en fait tout part de là, donc je prends cette petite boîte parce que ça c'est lui qui l'a fait, donc ça je le garde tout le temps et en fait à partir de là je vais travailler comme je suis toujours très structurée. D'abord je me dis je ne connais pas le château de Chinon. D'abord, je vais le décrire, le château de Chinon, parce que j'ai besoin de savoir si ce que je vois est juste. Donc, à partir de là, pour moi, c'est un repère. Donc, je vais psychométrer, je vais dire tout ce que je vois sur le château de Chinon. Il faut savoir qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Donc, pas moyen pour moi de contrôler. Donc, j'envoie le résultat de mes recherches à Michel, qui par retour du courrier, d'ailleurs, tous les documents, je vous les ai apportés, Sandrine, il me confirme par des plans et par des informations que tout ce que j'ai vu sur le château de Chinon est juste. Donc, partant de ce postulat-là, sachant que j'ai vu juste, eh bien, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est remonter le temps. Et à partir de là, je vais remonter le temps et je vais me connecter à l'âme et l'énergie de Jeanne d'Arc. Et là, la première séance de concentration que je conduis va me mener à dire en substance, parce que c'est assez long, qu'en fait, je vois que cette jeune femme n'est pas du tout une bergère. Non. Je vois une femme de la cour très bien habillée, rendre visite à des gens dans un village. Elle va être mise en nourrice dans une famille et je vois que cette femme vient régulièrement donner des sommes d'argent. Et puis, pour faire vite, je vois qu'elle monte très bien à cheval, qu'elle manie l'épée, et je donne des tas d'informations sur sa vie. Alors, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'effectivement, le premier mystère autour de Jeanne d'Arc, comment une jeune fille
d'une grande pauvreté, d'une famille aussi modeste, savait aussi monter à cheval comme un garçon et avait autant de connaissances puisqu'elle était d'une famille si modeste. Donc en fait, ça voudrait dire que déjà, dès votre première vision, ce n'est pas du tout une jeune fille très très pauvre, c'est une jeune fille qui a été confiée à une nourrice et qui en fait venait d'une grande famille. C'est ça, absolument, venait d'une grande famille. Alors je viens de dire, je n'ai pas de vision, je vais dans le passé, hein. Je vis dans le passé. Hein. Voilà, c'est important. Vous vous concentrez. Voilà, je me concentre et je me propulse. Mon double va dans le passé, reconnaître. Donc je suis avec Jeanne d'Arc au moment où elle vit. Et en fait, j'identifie que sa mère, de par les costumes qu'elle porte et les insignes, que sa mère, il y a une origine royale derrière, et qu'en fait, il n'y a pas du tout l'histoire d'une bergère derrière tout ça. Déjà. Et donc, je vais décrire la vie, et je comprendrai plus tard tout ce que vous venez de dire. Pourquoi ? Parce que du coup, alors évidemment, je dis tout ça très en substance, mais je vais envoyer toutes ces informations donc à Michel. Et Michel va me renvoyer les informations, et il me dit, alors évidemment, moi je le dis en concentré, mais il va me dire, Pascal, je suis époustouflé, car tu soulèves la thèse de Jacobi, David Darnac, Bancal et Dolon. Et moi, à l'époque, ces gens-là, je ne les connais pas. C'est des gens, des personnes qui, à la fin du 19e, début du 20e, ont écrit des ouvrages, justement, contestant ça. Alors là, je me suis dit, oui, là, quand même, c'est fort. Et donc, de concentration en concentration, je vais obtenir encore, je vais affiner mes lectures et mes voyages dans le temps. Et surtout, je vais voir que Jeanne d'Arc est bien une femme, elle est bien une femme, c'est pas un homme, mais je sens qu'elle a des problèmes de règles, enfin je sens qu'elle a des problèmes, non, je ne dis pas de règles, gynécologiques. Et qu'en fait, tout ce qu'elle fait, entre le fait de monter à cheval, de tenir l'épée, de vivre, enfin, je veux dire, c'est là, et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège d'un amalgame, puisqu'elle monte à cheval ou elle manie l'épée, on pourrait croire, bah oui, finalement, c'est un homme. Non, pas du tout. Mais vous allez voir, on va me donner l'explication. C'est-à-dire que, et surtout ce que j'entends à un moment donné, et ça va complètement sidérer Michel, c'est qu'à un moment donné, j'entends le mot armoise. Et le mot armoise, quand je donne ce nom armoise, Michel est totalement époustouflé. Il m'a dit, mais tu as entendu ça? Je fais, oui, j'ai entendu le nom armoise. Alors je ne sais pas si c'est un village, un personnage, je ne sais pas ce que c'est, mais j'entends ce nom. Et là, l'enquête commence. L'enquête commence parce que, à un moment donné de sa vie, ah oui, et ce que je vois aussi, il faut quand même le dire, c'est qu'elle ne va pas mourir brûlée sur le bûcher, qu'elle va épouser un homme, qu'elle va refaire sa vie, et qu'elle va, comment dirais-je, tout ça est complètement faux au niveau de l'histoire. Oui, parce qu'il y a effectivement une polémique sur le fait qu'elle a été, en fait, elle a échappé au bûcher, qu'on l'a sauvée. Alors, il y avait une raison à cela. C'est-à-dire, alors si on parle du bûcher proprement dit, on va comprendre une chose. Il faut comprendre aussi en amont qu'en fait, d'après certains historiens, dont un qui va être très important, et je vais dévoiler qui c'est et pourquoi, c'est-à-dire qu'en fait, Jeanne d'Arc va être la fille illégitime et bien la fille illégitime de la reine Isabeau de Bavière, mais pas du roi Charles VI. Charles VI, le mari d'Isabeau de Bavière, était appelé Charles le Fou. Et il était atteint ce qu'on appelle de démence furieuse. Ça veut dire qu'en fait, souvent, on est obligé de séparer la reine du roi. Tellement il était violent. Tellement il était violent. Et une fois, en forêt du Mans, il a pris 2 de ses gardes qu'il a tapés. Enfin, ça a été un désastre. Mais en fait, il est atteint de démence. On appelle ça de la folie furieuse, en fait. Et donc, Isabeau de Bavière, qui était connue pour son inconduite notoire, va avoir comme amant Louis d'Orléans. Et Louis d'Orléans est l'amant de Isabeau de Bavière, avec qui elle aurait eu, entre autres, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Et, enfin Jeanne en tout cas, Jeanne. Alors je vous dirai d'Arc pourquoi. Elle a eu donc Jeanne avec son mari. D'ailleurs, j'ai un document ici qui met en avant, et c'est là où on commence à troubler un peu le jeu, c'est qu'en fait, elle aurait mis au monde un enfant mort-né. Ce qui est troublant, c'est que dans un premier temps, on déclare un dénommé Philippe, puis on déclare Jeanne. Attendez, elle vient d'accoucher d'un enfant mort-né, on n'est pas capable de savoir si c'est un garçon ou une fille. Déjà là, le mystère Jeanne d'Arc est déjà à la naissance. Et finalement, cet enfant, elle ne peut pas la garder, parce que déjà, c'est une fille. Illégitime. Illégitime. Donc, elle va la confier à une famille, mais pas n'importe quelle famille. À une famille d'Arc, dit Jean de Romée. Pourquoi? Parce que cette famille avait effectué un pèlerinage à Rome. Mais
l'enquête plus loin va mettre en avant que ce seraient des cousins éloignés de la reine. Donc vous voyez, il y avait un lien avec tout ça. Mais on sait aussi que Jeanne montait à cheval. Pourquoi? Parce que son père légitime, Louis d'Orléans, lui avait offert un cheval. Alors, elle n'a jamais vécu dans une famille très pauvre dans la campagne. Si, pour la mettre de côté, pour la mettre à l'écart de tout cela, pour la protéger. Mais elle va recevoir, parce qu'il faut savoir qu'il y avait plein de couvents à l'époque dans la région, et que les femmes de bonne famille allaient aussi étudier au couvent. Bien sûr. Donc en fait, ça, l'histoire ne le dira pas, et puis il n'y avait pas Internet ni les caméras à l'époque, mais elle allait étudier, elle a eu connaissance de certaines choses. D'où sa culture. D'où sa culture aussi également. Donc ça tombe un petit peu parce qu'on a voulu la faire passer pour une illettrée. Et donc Jeanne va sentir le besoin, mais alors il y a toujours une part de mystérieux, mais il y a une part de concret derrière. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle va sentir le besoin d'aller rencontrer Charles VII à Chinon. Alors l'histoire dit que quand elle arrive à Chinon, elle arrive et elle demande à parler au roi. On ne la prend pas du tout au sérieux, mais pas du tout au sérieux. Et on lui présente quelqu'un, un noble. Et là, elle dit non, je veux parler au roi. Je vous ai dit, c'est le roi. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas trop la ruser. Donc, il l'amène dans une pièce, devant une grande cheminée. Donc, il y a ce moment de l'histoire, devant cette cheminée, où Jeanne d'Arc, le roi est là, Jeanne arrive, et à l'époque, il n'y avait pas Internet et d'enregistrement, mais il y avait des scribes. Et Charles VII aurait dit à Jeanne, comme il est bon de se retrouver entre gens du même sang. Donc, Charles VII devait savoir que Jeanne était sa demi-sœur. Ça, c'est une certitude. Donc, ce n'était pas du tout la pauvresse qui arrivait du pas du bourg tout et la qui bergère. était complètement inculte. Absolument pas, absolument voilà. pas. D'ailleurs, donc là, il y a cet épisode qui est assez important, et elle va aussi batailler, pris par une position extrêmement mystique. Sauf que, il y a une personne à l'époque qui va être extrêmement influente, c'est Yolande d'Aragon, la belle-mère du roi. Yolande d'Aragon, parce qu'Isabeau de Bavière, elle est incapable de faire quoi que ce soit. En revanche, Yolande d'Aragon va être une femme très intelligente et qui va comprendre qu'en fait, on est à la fin de la guerre des 100 ans, et elle va comprendre qu'il faut une figure, il faut quelqu'un, et elle comprend déjà que Jeanne peut être la personne qui peut venir en tant qu'héroïne sauver un petit peu tout ça, en fait, quelque part. Alors maintenant, pour faire court, on va à la problématique gynécologique. Il faut savoir une chose, c'est que Jeanne, à une période de sa vie, a été examinée. Or, si c'est une bergère, pourquoi Yolande d'Aragon, la belle-mère du roi, la duchesse de Bedford, qui était la femme du gouverneur de Chinon, en personne, elle s'est fait examiner en présence de ces personnes-là. C'est une simple bergère et on déplace des gens aussi influents et importants. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Jeanne était bien une femme, sauf qu'elle souffrait d'aménorrhée. D'accord. Elle n'avait pas de règles. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a eu tout ça autour de Jeanne. Voilà. Et quand on fouille, à force de chercher, toujours une explication. On trouve. Cerca trova. Quand on cherche, on trouve. Et quant au nom armoise, eh bien, et c'est là où je vais découvrir quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'en fait, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Sieur Robert des Armoises, qui possède un château en Lorraine, et qu'elle va épouser. Bon là, c'est le scoop, hein. Pour ceux qui nous suivent, vous avez bien compris que l'histoire de Jeanne d'Arc, là, vous ne la connaissiez pas comme ça. Et donc, elle va épouser, et je vais même pousser le plaisir, c'est-à-dire que j'ai connaissance de ce château, je sais où il est, et je vais contacter les propriétaires. Ah oui. Et je vais aller dormir au château pendant 3 jours. Et vous allez vous connecter à elle, alors. Et oui, mais même plus que ça, parce qu'il va se passer des choses dans le château. Et je vais vivre des choses et j'obtiendrai des informations absolument incroyables. Et surtout, tellement de réponses à ce qu'en préambule, parce que là, je n'ai pas le temps de tout lire, surtout que j'ai fait une concentration avant d'aller dans ce château. Et là, les réponses que je vais obtenir dans ce château sont juste absolument incroyables. D'ailleurs, je sais que j'écrirai un livre sur le sujet d'ailleurs. Donc, non seulement cet homme, Armoise correspondait à ce monsieur, il s'appelait en fait Robert des Armoises. Mais moi, je n'ai entendu qu'Armoise, ce qui est quand même énorme. Oui. Maintenant, revenons au moment
de l'exécution sur le bûcher. Et donc, je vais enquêter sur cette période. Et en fin de compte, quand on s'intéresse au moment où elle est exécutée, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Pourquoi? Bien, on va faire une découverte, c'est qu'en fait, le jour de la soi-disant exécution, parce qu'en fait, moi, dans ma lecture et dans ma projection dans le passé, où je vais aller voyager dans le passé, je vois qu'on la substitue à une autre femme. Et qu'en fait, la personne qu'on amène sur le bûcher n'est pas Jeanne. Mais comme on dit que celle qui va être condamnée ou brûlée arrive embronchée, c'est-à-dire qu'elle porte sur le visage un tissu. Ah oui, donc on peut effectivement... Donc, moi, je peux vous dire, tiens, bah voilà, ici, il y a telle personne que vous voyez de dos, et vous me croyez, ah bah c'est trop tard, elle est passée, ah bah Pascal a vu, etc. Mais en fin de compte, on vous dit que c'est Jeanne d'Arc. Et pendant les 6 mois où elle a été emprisonnée, alors ça, elle a vraiment été emprisonnée, puisqu'en fait, je crois, sauf erreur de ma part, je peux commettre une erreur, je crois que c'est la duchesse de Bedford qui vient lui rendre visite en prison et qui lui offre une robe. Et Jeanne lui colle une claque monumentale. Et donc, elle a vraiment été enfermée, sauf que moi, la scène que je vois, c'est qu'on l'a fait évader. Et j'explique tout le moment de l'évasion. Comment on l'a fait évader? Qui en est à l'origine? Mais ça serait trop long à raconter. Mais elle était d'accord ou elle n'était pas d'accord? Ah bah, elle était complètement d'accord, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'avait rien commis. C'était un procès de mascarade. Parce qu'il y a des auteurs qui disent qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 2 rapports du procès. Il y a l'officiel et l'officieux. Bien sûr. Voilà. Ça veut dire que dès qu'il y avait des déclarations de fait, les vraies déclarations sont mises à part. Sauf que il y en a un qui est quelque part au chaud, bien caché. Je ne vais pas dire où, mais quand on veut le consulter, c'est un refus catégorique. Pourquoi on refuse? Mais oui, pourquoi? Et puis surtout aujourd'hui, pourquoi on s'en fout un peu quand même. Ben oui, parce que ça remettrait beaucoup de choses au niveau de l'Église. Ah. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je reviens sur le moment du bûcher. Et en fait, on se rend compte d'une chose qui colle pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ce jour-là, la personne qu'on amène comme étant Jeanne, parce que vous savez qu'à l'époque, les exécutions se faisaient en public. C'est triste à dire, mais pour l'époque, c'était une... je vais pas dire... voilà, c'était l'événement du moment, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce jour-là, il y a plusieurs choses qui ne collent pas. Premièrement, on surélève le bûcher. Ce qui fait que celui qui devait la garrotter, parce que vous savez qu'on remet toujours une somme d'argent au bourreau pour qu'il puisse garrotter la personne afin qu'elle ne souffre pas trop dans les flammes. Sauf que déjà, le bourreau s'est plaint de ne pas avoir pu garrotter la victime. Donc on avait rehaussé le bûcher. On a déplacé 500 à 700 hommes d'armes. Je l'ai relu pour être certain du chiffre. Pourquoi envoyer autant de monde pour quelqu'un qu'on va brûler? Et puis, je vais découvrir aussi qu'on a cloué les fenêtres de la place, comme s'il ne fallait pas ouvrir les volets. Et on a fait reculer le public de plusieurs mètres. Pourquoi tout ça? Mais bien sûr, et c'est pour ça que plus vous cherchez, et plus vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne collent pas, et qu'on veut vous cacher des choses. Parce qu'on vous dit que c'est Jeanne. Mais alors si c'est Jeanne, pourquoi il y a tous ces changements? Mais parce qu'en fait, il faut qu'on donne aux gens l'illusion que ce soit Jeanne, alors que ce n'est pas elle. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, c'est la fille légitime de la reine. Donc, l'État, l'Église, en fait, ils vont trouver un compromis pour la protéger. Et donc, Jeanne va continuer à vivre, va se marier avec Sieur des Armoises, et d'ailleurs, sur 2 sources historiques, je vais découvrir qu'on la verra une fois à Paris. Incroyable. Et d'ailleurs, certains nobles à Paris vont dire « Mais ne restez pas là, elle va se faire disputer, retournez qu'on ne vous voit pas. » Et une fois en Lorraine. Et donc, et c'est là où je vais aller dans ce château où elle a vécu. Et c'est là où je vais enquêter aussi. Mais j'avais fait tout un travail en amont sur ce château. Et là, il va y avoir des choses importantes. Parce que j'avais vu que Jeanne ne pouvait pas avoir d'enfant. Oui, ça se confirme par l'examen. Parce qu'elle avait des problèmes d'aménorrhée. Mais elle va adopter un enfant. Ah. Mais la chose la plus curieuse, Sandrine, c'est que le château où je vais aller, les propriétaires actuels, eh bien, ce sont que des femmes adoptées, qui ont été adoptées par rapport à des mères qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Comme si l'histoire, j'en ai des frissons au moment où je vous le dis, l'histoire perdurait. Et donc, j'ai découvert où Jeanne avait été enterrée. Et qu'est-ce qui est écrit sur sa tombe? Ah ben justement, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, il y avait une... Ah là, ça, je ne sais pas si je peux le dire. Oh si, Pascal.
C'est qu'en fait, là où elle est enterrée, et ça j'en ai une absolue certitude, on sait qu'on recherche plus ou moins l'épée ou l'armure de Jeanne, elle aurait eu plusieurs épées. Sauf qu'il y a un lieu, j'ai la certitude que si on a l'autorisation de creuser, on retrouve l'armure et l'épée. Mais ça, j'en ai l'absolue certitude. Et en fait, alors il y a des mots que je ne vais pas employer volontairement, mais le lieu où c'est, il y avait une plaque sur laquelle était gravé le lieu d'inhumation de Sieur Robert des Armoises ainsi que Jeanne. Et d'ailleurs, le nom de Jeanne figurera sur comment dirais-je, un acte de vente sur lequel il est marqué que c'est Sieur Robert des Armoises et Jeanne d'Arc des Lys qui a acquis ce château. C'est quand même pas rien, Sandrine. C'est quand même pas rien. Ah bah là. Et ça, c'est un acte officiel, hein, officiel. Et donc, à l'époque, quand je vais mener cette enquête il y a quelques années, hein, ça remonte à plus de 20 ans, 25 ans, je vais apprendre plus tard qu'un journaliste va sortir un livre, on va m'avertir, et qu'en fait, ce journaliste tient les mêmes propos que moi. Et à l'époque, je l'ai appelé, on a été en contact, bon, il n'y a pas eu de suite, mais quelques années plus tard, il sort un livre où il met effectivement, il tient toutes ces vérités, mais bien après moi, hein, puisque moi, il y a un antécédent, puisque le premier livre que je vais écrire, je crois que c'est en 95, ou 95, ou 98, je ne sais plus, dans les années 90, je vais consacrer un petit chapitre à Jeanne, justement. Mais comme l'enquête a été beaucoup plus loin, ça a duré pendant 15 ans, j'ai beaucoup plus de choses à dire, j'ai fait des concentrations et j'ai beaucoup plus de choses à dire que maintenant. Donc en fait, sur ce lieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début du XXe siècle, cette plaque a été détruite. Elle a été détruite, pourquoi? Parce qu'il y avait tout intérêt à ce que cette plaque tombe, puisqu'à l'époque, on voulait canoniser Jeanne d'Arc. Ah. Sauf que dans la tête des gens, si Jeanne d'Arc est morte sur le bûcher, elle n'a pas pu mourir quelques années plus tard, et donc pour l'Église, bah, c'était un gros problème. Ben donc oui. Il fallait enlever toute trace, je dirais, de son existence. Bah, surtout qu'elle n'est pas morte brûlée sur le bûcher. Parce que là, on est dans une... Bah, on casse un peu le mythe, en fait. Oui, parce que c'est ce qu'on enseigne aux enfants à l'école. Et d'ailleurs, moi, je tiens à dire une chose, c'est que j'avais présenté il y a quelques années des dossiers d'enquête sur l'histoire. Et il y avait, c'était à la Salle des Arts et Métiers à Paris, et il y avait des professeurs qui étaient là, des enseignants, des professeurs, qui, à la fin de mes exposés sur différents personnages, m'ont dit « Mais Pascal, nous sommes convaincus que nous enseignons des erreurs à nos enfants. » Et c'est ça qui est fascinant dans l'histoire. Parce qu'en fait, on se rend compte que Jeanne d'Arc, alors c'est vraiment des premiers dossiers d'enquête que j'ai menés, c'est un des mensonges d'histoire aussi également. Oui et non, parce que même si elle n'est pas morte sur le bûcher, ça a été une femme absolument extraordinaire, qui a fait des choses pour la France, qui s'est battue comme un homme, qui a vécu une vie quand même très riche. Qui a vécu une vie... Elle a le droit d'avoir quand même... ça a été une enfant cachée déjà. Hein, oui. Une enfant cachée, mais qui a eu quand même la famille a eu de l'argent pour l'élever et qui a été éduquée. Et puis qui s'est battue comme un homme, c'est quand même déjà extraordinaire. Oui, absolument. À l'époque, d'avoir des hommes qui vous suivent et qui décident de choisir quel type de bataille, quel type d'attaque va être faite, c'est pas anodin, c'est déjà pas mal pour une femme de l'époque. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est un dossier un petit peu chaud et brûlant parce qu'on retrouvera le portrait de Jeanne sur une porte, gravée sur une porte du côté de Metz, en fait, une porte, je ne sais plus c'est d'église, de quel lieu exactement, ça m'échappe. Mais on retrouvera, mais surtout, on retrouvera le portrait de Jeanne et de Sieur de Robert des Armoises dans un lieu absolument incroyable, suite aux travaux qu'ont fait certaines personnes. Et en cassant des pans de mur, ils ont fait des découvertes. Mais c'est une femme qui a des capacités médiumniques, qui voit des choses. Il y a une part très mystique aussi, c'est Jeanne. Elle était mystique. Hein. Elle était mystique, Jeanne. Et il y a une part aussi, elle est déterminée. Et c'est son mysticisme aussi qui va la pousser à faire certaines choses également. Mais en même temps, c'est une femme déterminée. C'est une femme qui a envie aussi que les choses se sachent. Et d'une certaine manière, ça se saura. Puisque Jean Dolon, qui l'a approché de près, le saura. Donc il y avait une part mystique aussi chez elle. Mystique, oui. Oui, c'est une enquête de 15 ans où je suis allée dans plein de lieux, où finalement, plus j'avançais, et plus je me suis rendu compte que ce que j'ai appris, que ce que vous avez appris, que ce qu'on a appris, eh bien, il y avait quand même, c'était pas tout à fait la réalité. C'était pas tout à fait la réalité. Merci beaucoup, Pascal. Et écoutez, grâce à cette interview riche en émotions et surtout en révélations, maintenant, vous savez vraiment qui a été Jeanne d'Arc.
Merci Pascal. Merci Sandrine.